cette dernière conférence, nous allons parler de l'écoute, l'écoute pour répondre aux besoins d'aide. Et pour ce faire, je suis accompagnée de Isabelle Duru. Vous êtes coordinatrice de l'association de soutien aux soins palliatifs. Bonjour. Nous sommes accompagnés aussi de Léa Bergenat, qui est responsable du service d'aide de l'ADAPA. Bonjour à vous. Aurélie Mercier, qui est directrice de la Pergolin, qui est l'EHPAD de Bourg-en-Bresse, un des EHPAD de Bourg-en-Bresse, et Aline Bayard, qui est présidente de France Alzheimer. France Alzheimer, et vous m'avez dit également et maladies apparentées, hein, pour être plus large et plus précis. Merci à vous. Alors, Isabelle, quand on a préparé un petit peu cette rencontre, vous vous êtes rendu compte que vous aviez un point commun donc à la base de vos activités respectives dans vos associations. Dans le domaine de la santé, c'est la qualité de l'écoute. Oui, c'est ça. Alors, je vous laisse prendre le micro pour qu'on vous entende bien. L'association de soutien aux soins palliatifs existe depuis une vingtaine d'années, forme et encadre des bénévoles spécialisés dans l'écoute de personnes en fin de vie ou de personnes endeuillées. Donc l'écoute est au cœur de notre activité, mais nous sommes aussi partenaires d'autres partenaires de santé dans le milieu de la santé. Et on a trouvé utile de s'allier pour participer à cette présentation. Un couple qui a contacté la Pergola a bien voulu se faire filmer pour illustrer la façon dont on peut intervenir. Dont l'écoute est un fil conducteur finalement entre vos activités respectives. Voilà. Donc pour ce faire, vous êtes venu avec une vidéo. C'est ça. Voilà. Donc on va peut-être lancer la première vidéo du coup. Bonjour, je m'appelle Nicole. Mon mari a la maladie de Parkinson plus un AVC. La maladie évolue, donc ça demande une prise en charge de plus en plus importante. Moi, je m'appelle Jacques. Je suis le conjoint de madame, Nicole. C'est bien. Et puis elle a du mal à supporter tout ça, parce que ça fait beaucoup. Mon mari fait quelques courts séjours dans un établissement spécialisé. Et puis, pour l'instant, nous avons fait un dossier à l'APA pour voir quelles aides on pourrait avoir besoin pour soulager un petit peu, pour pouvoir avoir plus de temps. Parce que c'est vrai que bien souvent, l'aidant, il a plus de vie à côté. Témoignage poignant, hein, c'est pas simple. Léa Bergenat, donc vous êtes responsable du service d'aide de l'ADAPA. Parlez-nous de l'APA, justement. Alors effectivement, Nicole, dans son témoignage, nous parle de l'APA, allocation personnalisée d'autonomie. C'est une aide financière qui est attribuée aux personnes de plus de 60 ans selon leur degré de dépendance. Mais il existe plein d'autres types d'aides. Alors à l'ADAPA, c'est une association départementale qui a pour vocation d'aider les gens à vieillir chez eux, à domicile. Et on se sert à l'ADAPA, mais comme mes collaboratrices, on se sert de deux parties de notre corps. Alors la première, c'est les oreilles, et puis la deuxième, c'est les tripes. Pour les oreilles, c'est tout au long du parcours de la personne accompagnée qu'on met en avant finalement des qualités d'écoute. Au début, elle arrive pour se renseigner et on se doit de l'orienter sur les différents types d'aides. On parle de l'APA ici, mais il y a beaucoup d'autres aides financières qui existent et on écoute d'abord le besoin et on oriente en fonction des possibilités. Ensuite, à domicile, pour la première rencontre, on se doit aussi d'écouter les habitudes de vie. C'est très intrusif d'intervenir à domicile dans le quotidien des gens. Et si on ne fait pas en fonction de leurs habitudes de vie, je prends un exemple, quelqu'un qui se lèverait à 9h, à 8h, à 7h ou à 10h, eh bien, nous adapterions nos interventions. Et puis, tout au long du parcours, on essaye d'adapter aussi le besoin qui a été évalué
avec les attentes. On a pu évaluer un besoin d'aide à la personne sans pour autant que la personne soit prête à ce qu'on l'aide à faire sa toilette. Donc il y a toujours aussi un respect de ce que souhaitent les personnes et de ce qu'on a pu entendre de leur histoire de vie et de ce qu'elles sont prêtes à accepter pour le moment. Alors pour ça, les aides à domicile sont les mieux placées, sont vraiment au cœur du système et elles sont de vraies veilleuses pour que l'accompagnement se passe au mieux. Et puis après, quand la situation est trop dégradée ou quand les personnes ne sont plus en sécurité, eh bien c'est à ce moment-là qu'on passe le relais aux établissements. Alors justement, on a avec nous donc Aurélie Mercier, vous êtes directrice de la Pergola qui se trouve à Bourg-en-Bresse. La rencontre avec les familles, eh bien, elle commence d'abord aussi par l'écoute. Tout à fait. Moi, j'ai vraiment envie de rebondir sur ce témoignage puisque la dame qu'on appelle Nicole est arrivée chez nous un petit matin avec beaucoup de choses à porter, beaucoup de fatigue. Et la première chose que j'ai fait, c'était ça en fait. J'ai pris le temps de l'écouter, de recomposer la situation avec elle, de lui dire, de lui proposer un champ des possibles. L'EHPAD, c'est pas toujours ce qu'on imagine. Voilà, il faut oser un jour franchir une porte pour se dire qu'à l'intérieur, nous sommes des humains bienveillants, prêts à vous écouter. Vous disiez même tout à l'heure qu'on pouvait en ressortir. Et en plus, on a le droit d'en ressortir, tout à fait. On rentre, c'est important, voilà, important. On vient visiter. Si ça nous plaît pas, on repart. Aucun souci, rien. C'est tout sauf une prison. Voilà. Donc en fait, elle est venue. Voilà, la première fois que son mari est venu à la Pergola, elle a fait un court séjour de 5 jours où elle est venue tous les jours pour le rassurer et se rassurer. Et elle a tout de suite trouvé un grand confort quand même parce que ça a permis de mettre un répit dans son quotidien. Maintenant, c'est quelque chose qu'elle fait régulièrement. Elle nous sollicite avant de craquer alors qu'elle était allée au bout de ses limites la première fois. Et j'ai envie de dire en fait que ça, c'est l'histoire de Nicole. Mais des histoires comme ça, en fait, on en a au quotidien. On connaît tous des gens qui sont en train de s'épuiser, qui auraient besoin de choses. Et en fait, on est là, alors que ce soit la Pergola ou pas. Et je crois que le débat, il n'est pas dans ma résidence. Le débat, il est oser franchir les portes d'un établissement quel qu'il soit. Oser appeler une association. On est tous là pour vous, pour prendre soin de vous et vous écouter. Et il n'y a rien à en perdre, à part accepter un petit peu de temps éventuellement, mais sinon, ça peut être que du positif pour vous. Et une des pires configurations que je trouve, c'est quand on n'a pas quand on n'a pas osé passer ce cap et qu'on doit tout gérer dans l'urgence et que la personne se retrouve hospitalisée. Et là, la famille ne connaît pas l'EHPAD, le résident non plus. On arrive après un séjour de 4 jours à l'hôpital où on a déjà été désorienté, bousculé, plein de choses. Et là, il y a des grosses capacités de résilience qu'il faut aller chercher encore plus que quand on a le temps un peu de se préparer. Donc laissez-nous vous écouter et venez nous rencontrer. Merci à vous. On va lancer une autre vidéo. C'est dur cette maladie, mais quelque part c'est enrichissant. On est encore beaucoup plus proches. On avait l'habitude d'être pratiquement, enfin, mis à part quand on allait travailler, mais on était quand même toujours ensemble. Donc, mais là aussi on est ensemble, mais on vit autre chose. Ouais. Et ça, il faut l'accepter. Une fois qu'on a accepté, une fois que bon, ça, moi je sais que je vis mieux maintenant qu'il y a quelque temps, parce que quelque temps Oui, mais moi, ce qui m'embête, c'est que tout repose sur toi. Dans notre situation, c'est assez ambigu parce que pour moi, il me semble que si on a un peu d'aide, moi, ça me permettrait de faire un petit peu autre chose. Mais quelque part, je suis mal à l'aise avec, en me disant, bon ben, je sais que mon mari, il n'aime pas trop que quelqu'un d'autre s'occupe de lui et que donc ça me met mal à l'aise, ça. Ouais, c'est pas évident. Moi aussi. C'est pas simple d'avoir besoin des autres, en fait.
On a toujours assuré nous-mêmes. Oui, alors on voit à quel point c'est lourd, c'est difficile pour les aidants et eux aussi ils ont besoin d'écoute. Madame Bayard, donc vous qui êtes présidente de France Alzheimer et maladie apparentée, l'écoute, à quel point c'est important? Comme on vient de l'entendre, effectivement, ces maladies neurodégénératrices, elles perturbent déjà la personne qui en est atteinte et en fait tout son environnement. Donc, dans notre association, on dit un malade et c'est toute une famille qui est perturbée. Donc, en fait, si vous voulez, il y a de la culpabilité, il y a de la détresse émotionnelle, il y a de la fatigue physique et c'est aussi très bien dit dans ce film, c'est que les personnes à la fois aidantes et même la personne malade, ils n'osent pas venir nous dire j'ai cette maladie parce que c'est quelque chose comme un coup près, j'ai la maladie d'Alzheimer. Alors soit on l'a tous les jours en disant j'ai perdu mon téléphone, j'ai perdu mes clés, j'ai la maladie d'Alzheimer, sauf quand on est vraiment diagnostiqué, c'est complètement la panique pour tout le monde. Alors que notre association est là aussi pour écouter les aidants et aussi les malades et écouter aussi cette relation qui devient difficile et perturbée parce que la personne devient différente, l'aidant doit s'adapter et du coup c'est dans notre association donc soit par des entretiens individuels qui sont faits par des bénévoles formés ou des psychologues et ou parce qu'on peut être aussi à plusieurs. Il y a aussi des groupes de parole donc qui sont proposés et ces groupes de parole c'est un échange, c'est-à-dire que bien sûr qu'il y aura un professionnel de psychologue entre autres qui va faire circuler la parole, mais c'est surtout un échange entre familles pour simplement témoigner de ce qui est difficile ou même des astuces qu'ils ont trouvées. Et du coup, c'est comme si c'était une nouvelle famille qu'on trouvait ou des nouveaux amis. C'est-à-dire, ah ben moi, j'ai pas pensé à ça ou ben moi, j'ai fait cette même bêtise, mais c'est pas grave puisqu'on est tous dans cette même recherche de trouver des solutions. La troisième proposition qu'on peut faire, c'est une formation, ce qu'on appelle la formation des aidants. Donc, il y a d'autres associations qui font des formations des aidants, mais qui ne sont pas que spécifiques pour les malades d'Alzheimer. Et nous, on tient à cette formation spécifique parce qu'elle est avec un binôme. Donc, il y a un psychologue, bien sûr, formé, et surtout, il y a un bénévole qui a malheureusement, on va dire, parcouru cette aide, cet accompagnement. Et c'est en témoignant aussi de ce qu'on a vécu, des erreurs qu'on a faites. Et du coup, ça permet aussi, donc, dans cette formation qui dure 14 heures, au départ, les gens ont un petit peu de réticence en disant, oh là là, on va se prendre la tête pendant 14 heures. Et en fait, au contraire, c'est tellement, à la fois on rit, à la fois on pleure, parce que vraiment, on est dans ce parcours dès qu'on a le diagnostic. Voilà. Et puis après, une autre formation qu'on propose maintenant, c'est des temps communs avec aidants et aidés pour du bien-être. Donc, réflexologie plantaire ensemble. Donc, deux réflexologues sont l'une s'occupant de l'aidant et l'autre de l'aider. Et puis le doing, voilà, parce que même si on a une maladie d'Alzheimer, il y a encore plein de choses à vivre ensemble et notre vie n'est pas complètement terminée. Au contraire, on peut partager des moments intenses et affectueux avec les personnes. Presque à la carte, hein, finalement. En tout cas, les familles ne sont pas seules et peuvent vous contacter. Donc, pour ce faire, donc effectivement, il y a le stand et on vous trouve. Alors, il y a donc sur nos plaquettes là qu'on distribue dans les différentes associations, dans les différents lieux d'accueil. Et puis, il y a aussi un site internet. Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis il y a un téléphone. Donc voilà, on est à votre écoute, comme tout le monde. Et justement, là dans le stand, il y avait une personne qui est passée en disant « Je n'ai jamais osé vous appeler, pourtant j'avais tout ce qu'il fallait, mais je n'ai pas osé parce que j'avais peur. » Voilà, et maintenant je le regrette un peu, mais voilà. Donc oser.
Voilà, osons. oser. Voilà. Et puis Osons on est là téléphoner. pour écouter. Voilà, donc il n'y a pas d'obligation non plus de partage. On peut simplement se renseigner et Proposition. aller plus loin. Voilà, si le besoin s'en fait ressentir. Ce que je vous propose, c'est d'écouter la fin du témoignage. Merci. Certains organismes sont à l'écoute quand même des aidants. Et puis nous permettent de faire le point, de regarder ce qu'on a besoin. Parce qu'il semble au début qu'on arrive toujours à pouvoir gérer en disant, en plus on se sent un petit peu coupable de demander de l'aide quelque part. Mais il ne faut pas non plus trop s'épuiser parce que ce n'est pas bon ni pour l'aidant ni pour la personne malade. De quel organisme on aurait besoin pour aller maintenant, là, pour nous écouter, pour nous aider? Bon. Un organisme qui en s'occupe. Avec sa maladie, maintenant, c'est ponctuel en fait. Il y a des jours, il y a des périodes où ça gère un tout petit peu, ça va pas trop mal. Puis d'autres périodes où ça va plus. Donc c'est difficile de trouver juste au bon moment quelqu'un qui peut intervenir. Le problème, c'est d'avoir de l'aide, mais une aide qui soit acceptée par tout le monde. Voilà, encore une fois, témoignage très touchant du parcours de ce couple. Alors Isabelle Duru, on n'a pas encore parlé vraiment de ce que vous faites, vous, et ce que vous apportez comme aide dans l'association de soutien aux soins palliatifs. Nous, c'est particulier, on ne fait qu'écouter. On ne sait rien faire d'autre. Nos bénévoles sont formés juste à écouter. Et pourtant, c'est essentiel quand il arrive une énorme catastrophe dans une vie, un accident, une annonce de maladie grave. Le premier réflexe, c'est souvent d'aller vers quelqu'un et d'en parler. Rien que d'en parler et d'être écouté sans jugement, ça fait baisser déjà l'émotion d'un cran. Et en fait, toute l'activité de notre association est concentrée dans ça. Écouter les personnes qui souffrent, leurs proches, les personnes endeuillées. Où on peut aussi, il y a le deuil d'un être cher, il y a aussi le deuil matériel, par exemple à l'entrée en institution. C'est souvent très difficile d'accepter qu'on n'ira plus jamais dans sa maison, qu'on verra plus ses voisins. Enfin, plusieurs bénévoles interviennent en EHPAD à l'entrée. Ça, on ne le sait pas forcément, Ouais, parce voilà. qu'effectivement, dans soins palliatifs, il y a soins palliatifs. Donc, Voilà, on a l'impression que ça va être quand même très compliqué. Donc, quand on vient vous voir... Soins palliatifs, ça veut dire mort, on est bien d'accord. Mais ça, c'est un tabou, on n'en parle pas. On n'en parle pas, exactement. Et je vous ai bien écouté aussi, parce que tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de très juste, et qu'on retrouve d'ailleurs chez vous aussi. C'est-à-dire que souvent, les personnes qui viennent vous voir, c'est parfois un peu tard. Alors qu'elles auraient pu recevoir cette aide, comme dans le témoignage de ce couple, bien avant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, c'est ce qu'on a conclu de nos rencontres. Les thèmes qu'on aborde, qui touchent nos différentes structures, font peur. Donc on peut comprendre qu'on ait du mal à nous aborder. Et justement, cette communication, c'est pour montrer qu'en fait, on est des humains empathiques. C'est pas parce qu'on appelle les soins palliatifs qu'on va mourir demain. Nous sommes des écoutants. Nous ne sommes pas des soignants en soins palliatifs, mais être écouté quand il arrive une catastrophe... une personne ordinaire formée peut très bien le faire et ça peut aider. Donc, en quelques mots, je vais vous expliquer comment il y a un cadre très sécurisant pour nos bénévoles et qui garantit une certaine qualité dans l'écoute. C'est-à-dire que nos bénévoles sont d'abord participent à un entretien pour voir s'ils ont la solidité psychologique suffisante pour écouter tout ça. Ensuite, il y a une formation théorique d'environ 50 heures. On interviennent tous les participants du secteur.
Puis, une fois qu'ils sont validés, qu'ils sont d'accord pour démarrer, après avoir fait des stages, ils intègrent l'association. Tout au long de leur vie de bénévole, on propose de la formation continue et ils ont obligation aussi d'assister à des groupes de parole, d'intervenir dans le cadre de groupes de parole. Donc c'est vraiment un cadre quand même sécurisant. C'est quand même pas anodin d'écouter des personnes qui souffrent. Voilà, donc les établissements, on intervient sur l'ensemble du département, la SSP. Donc dans les EHPAD, dans certains services hospitaliers, à Fléria, à Convert avant le Covid, et dans des unités de soins de longue durée, comme à l'Hôtel Dieu, donc, et aussi à domicile, en fonction, n'importe qui peut faire appel à nous. On a un site internet, des plaquettes donc, sur le stand. Comme pour France Alzheimer, n'hésitez pas donc à taper sur internet association de soutien aux soins palliatifs pour trouver votre numéro de téléphone et vous contacter. Voilà, c'est ça. Pour trouver l'écoute. Voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est le fil rouge de nos différentes activités, mais je t'ai perdu le fil. Vous allez le retrouver. Voilà. Je voulais dire. Je sais alors on en était sur le fait que pour avoir de l'écoute, il fallait déjà prendre la peine de vous téléphoner, de vous trouver sur Internet, mais ça n'était pas que ça votre activité. Voilà, c'est ça. Et l'autre activité donc dont vous n'avez pas retrouvé le fil? Non. Bah écoutez, c'est pas grave, ça vous reviendra peut-être parce que là, de toute façon, il est temps qu'on passe la parole au public. Donc je me tourne vers vous pour savoir si vous avez des questions. Et nous en avons une. Je vous apporte un micro, je vous laisse vous présenter. Bonjour Océane, je suis étudiante en 2e année en tant qu'infirmière au CPA. Moi j'avais une petite question par rapport donc au soutien aux soins palliatifs. Vous dites justement que vous faites qu'écouter, mais pourtant il y a des personnes qui ont besoin plus que de l'écoute. Enfin, moi je le vis en tant qu'étudiante infirmière et en ayant en plus vécu une situation en soins palliatifs entre les soignants qui sont dans une détresse totale et qui veulent qu'on arrête les soins en voyant le patient qui est dans un état malheureusement médiocre, et à la fois vous avez la famille en fait qui veulent qu'on n'arrête pas les soins, qu'on continue. Est-ce qu'on peut faire plus que de l'écoute? Pas évident, hein. Pas évident. Je rappelle que ce sont des bénévoles, quand même. On n'a pas de rôle médical, ni de compétences médicales. Donc là, c'est plus une question qui relève de l'équipe médicale, c'est ça? Oui, mais en fait, dans votre association, à part écouter, vous ne pouvez pas agir? On peut interpeller des intervenants, quoi. Effectivement. Si on se retrouve face à une personne à domicile et on se rend compte qu'elle n'a pas les soins adaptés, on connaît les réseaux, l'équipe mobile de soins palliatifs qu'on peut alerter, mais nous ne sommes absolument pas formés aux soins. Mais oui, ça revient, c'est ce que je voulais dire. On se connaît, et ça, c'est vraiment, plus on se rencontre et plus on a de pions dans le filet des personnels de santé, plus c'est intéressant. Nous, par exemple, comme notre nom, comme il contient soins palliatifs, ça fait peur, mais on a délibérément choisi de le garder parce que parfois on pêche comme ça des personnes en détresse qui ont des demandes tout à fait d'ordre médical et à qui je peux dire, voilà, en fait, il y a l'équipe qui sait que l'équipe mobile de soins palliatifs de Fléria intervient dans un rayon de 35 km. J'ai répété ça des dizaines de fois. Ah bon, mais on peut faire appel à eux, voilà. Donc on a cette connaissance, pas la compétence, mais en tout cas la connaissance pour faire passer aux personnes adaptées. Fléria, pour ceux qui ne savent pas, c'est le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant, le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse. Il y a un réseau sur tout le territoire, quoi. En tout cas, l'équipe mobile intervient dans un rayon de 35 km. Voilà, donc je rappelle effectivement que vous êtes des bénévoles, que vous êtes formés, mais que vous pouvez mettre en relation, mais pas agir effectivement à la place de l'équipe médicale. Merci à vous en tout cas. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il nous reste... Oui. Par
Merci. Bonjour madame. Donc, bonjour. Donc moi je voulais savoir s'il y avait un lien entre les dernières volontés et les soins palliatifs. Si les dernières volontés c'était uniquement le corps médical, les médecins, ou il y a un lien aussi à faire avec les soins palliatifs. Qu'est-ce que vous appelez précisément les dernières volontés? Les gens qui ont écrit leurs dernières volontés, ce qu'ils souhaitent à la fin de leur vie. Alors, j'ai pas entendu tout à fait la fin. Excusez-moi, je n'avais pas le terme, voilà. le bon terme. En fait, il y a en gros 2 domaines. Il y a tout ce qui est bien. Je veux que de telle armoire aille à telle petite fille. Ça se fait avec un notaire. Et dans ce qui est le domaine médical, le document à rédiger, ce sont les directives anticipées qui disent en situation de fin de vie, si je ne peux plus... Si je suis inconscient, je souhaite ou pas qu'on prolonge ou pas, combien de temps. Voilà, ça c'est un document qui s'appelle les directives anticipées. C'est médical. Qui est? Qui fait appel au médical. Voilà, qui fait appel au médical. C'était sur ce point-là, votre question. Oui. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, tout à Donc fait. notre association organise des ateliers pour vous aider à les rédiger. D'accord. Si c'est voilà, c'est sur notre. Au dernier moment, les patients. C'était la question quand même, est-ce qu'il y avait un lien entre le médical et les personnes qui sont présentes et qui écoutent pour les soins palliatifs? Excusez-moi, j'ai Alors, pas si je comprends bien, c'est-à-dire que quand on veut donner ses dernières volontés, est-ce qu'on peut passer par vous pour faire le lien finalement? C'est ça, hein, c'est pour faire le lien soit avec le médical, enfin en tout cas essentiellement avec le médical. Après, nous, ce que l'association vous invite à faire, c'est à les rédiger. Ensuite, ce document, il faut en garder un exemplaire sur vous, en donner un à votre médecin traitant et informer vos proches. Ma question, elle concerne essentiellement la fin de la vie, enfin du patient en fin de vie qui peut parler ou ne pas parler. Alors, je crois que ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que finalement, dans ce que nous disent nos intervenants là, c'est n'attendez pas la dernière minute. Voilà. Prenez, voilà, ça ne tue pas d'en parler, ça ne tue pas de s'y préparer. Voilà, et contactez les associations, ceux qui peuvent vous aider le plus longtemps possible en amont, de façon à avoir cet accompagnement et le plus longtemps possible. Voilà. Merci. Exactement. On peut faire appel aussi à la personne de confiance. Est-ce que vous vouliez poser aussi une question? Il nous reste quelques secondes. Personne de confiance. Bien, écoutez, en tout cas, merci pour ces précisions. Merci à vous d'avoir suivi cette conférence. Merci surtout à nos 4 intervenantes. Merci pour ce beau témoignage que vous nous avez livré, qui est touchant et poignant et qui est surtout votre quotidien. Et n'oublions pas, voilà, nous pouvons les contacter dès que possible. Vous êtes là et c'est formidable. Et en cas de besoin, et à l'écoute, en tout cas, puisque c'était le fil conducteur de cette conférence. Merci beaucoup.